Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Vous mettez en exergue la phrase de John Adams, toujours, la révolution était dans les esprits et dans les cœurs avant la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Ah oui, très belle citation qui date de 1818, donc bien plus tard. Adams, ah oui, personnage. C'est vrai qu'en plus, j'ai voulu vous faire une confidence. Quand j'ai commencé ce livre 1776 l'année américaine, je me suis dit bon, je vais essayer de pas trop citer John Adams parce que tout le monde le cite. Et finalement, j'ai pas pu m'en empêcher parce que lui, d'abord, il écrivait beaucoup, il tenait un journal et il prenait des notes pendant les débats, alors peut-être pas tous les jours, mais les débats les plus importants au Congrès. Or, comme les registres de Congrès n'incluaient ni les débats, donc ni les prises de position personnelles ou des colonies, ni les votes, finalement, on se rabat sur ceux qui prenaient des notes, dont John Adams. Et donc... je ne sais, oui, c'était sa phrase, c'était la phrase où il disait la révolution sur la révolution. Dans les esprits. Ça, c'est très important, effectivement, en 1818, parce que il faut comprendre que ceux qui survivent, notamment John Adams et Thomas Jefferson, meurent en 1826 pour le cinquantenaire de la Déclaration. Donc, on leur pose beaucoup de questions. Donc c'est des hommes âgés alors, et il se remémore. Et pour lui, la révolution, c'est pas la guerre d'indépendance. La révolution, pour lui, c'est ce sentiment d'être différent des Anglais dans l'année cette réalisation se produit l'année avant l'indépendance. Pour lui, c'est ça la révolution. C'était de dire, le grand bouleversement, c'est d'ouvrir les yeux et de dire, non, nous ne sommes pas des Britanniques comme ceux en métropole. Exact, effectivement. La politique fiscale, évidemment, joue beaucoup. Quand je disais dans l'intro, ça nous intéresse, nous, particulièrement en ce moment, puisque beaucoup s'interrogent sur, est-ce que quand il y a des révoltes, puisque c'est un peu des révoltes qu'on vit, qu'est-ce que ça va apporter, qu'est-ce que ça va amener ? Chez eux, ça a été ça, plus ça, plus ça. Ça a commencé avec les timbres, je crois. Oui, tout à fait. Alors si on reprend en 63, donc en 1763, la Grande-Bretagne a remporté cette grande guerre, une guerre mondiale en fait, et surtout l'a remporté contre son rival, la France. Et les Britanniques, alors à ce moment-là, bien sûr, ils ont un déficit énorme. Et ils veulent reprendre des réformes. Ils ne lancent pas de nouvelles réformes, parce qu'ils avaient commencé à réformer l'Empire dans les années 1730. Et réformer l'Empire à l'époque, ça veut dire quoi ? Ça veut dire principalement contrôler la contrebande. La contrebande, parce qu'on tolère en fait que les 13 colonies commercent avec les Antilles, principalement françaises. Elles ramènent en fait de ce qu'on appelle la mélasse et elles en font du rhum. Mais il y a tout un échange entre ces colonies continentales et les Antilles françaises. Donc on tolère, mais on va essayer de le contrôler cette contrebande en fait. Et également, il y a le fait que ces colonies exportent beaucoup parce que justement le socle de l'Empire, c'est le commerce. La Virginie, c'est le tabac. Virginie, Maryland, c'est du tabac qu'on consomme d'ailleurs abondamment en France. Vous avez en Caroline du Sud du riz. Dans les Carolines du Nord, c'est des produits forestiers. Vous avez de l'indigo aussi en Caroline du Sud. En Pennsylvanie, c'est des céréales. C'est le grenet à blé de l'Amérique. Plutôt les pêcheries du côté du Massachusetts et du Rhode Island, donc en Nouvelle-Angleterre. Donc vous avez ce socle commercial qui est normalement contrôlé par le Parlement. Donc là, il n'y a aucune raison de se rebeller. Sauf que les colonies, et c'est le premier quiproquo, les colonies pensent qu'elles sont essentielles à l'Empire. Donc déjà, on sent dans des années 1760 que les colons se perçoivent comme ayant un statut dans l'Empire différent que la Jamaïque ou la Barbade ou la Nouvelle-Écosse ou Terre-Neuve. Et donc, c'est ce qui est difficile à saisir dans cette crise. Probablement pour les acteurs à l'époque aussi, c'est à quel moment ils se sont sentis différents des autres. Parce qu'il faut aussi penser que l'Irlande fait partie aussi de l'Empire, c'est une colonie anglaise. Et donc, petit à petit, on s'aperçoit que les droits de l'Amérique, on se demande, les Britanniques peuvent bien se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire les droits de l'Amérique ? Parce que nous sommes tous Britanniques. Bien entendu. Et petit à petit, justement pour revenir à votre première question, pourquoi 13 ? Il y a cette réalisation progressive que ces 13 colonies ont un statut spécifique parce qu'elles ont un poids spécifique
dans l'Empire et elles en prennent conscience. Et de ce statut, elles aimeraient, alors petit à petit, bien sûr, elles vont vouloir de plus en plus de choses. Alors, vous parliez du Stamp Act, donc la loi sur le timbre, c'est simplement un timbre fiscal. Mais pour eux, c'est intolérable parce que le Parlement ne doit réguler que le commerce. C'est ça. Et ça s'entrechoque avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire les prérogatives des assemblées coloniales. Exact. Donc, quand on dit « no taxation without representation », ça ne veut pas dire pas d'impôt, ça veut dire pas d'impôt votés par des assemblées Qui sont où nous ne sommes pas 1000 kilomètres. représentés. Voilà, exactement. C'est exactement ça. C'est ce que disait d'ailleurs Adams, toujours lui. Ils n'ont pas plus le droit que Paris. Exactement. C'est une belle citation. C'est Voilà. génial, c'est tout à fait ça, effectivement. Et est-ce que les Américains, ceux qu'on appelle déjà les Américains, sont des commerçants dans l'âme déjà ? Ce qu'ils sont toujours aujourd'hui. Tout à fait. Le commerce, en fait, ces colonies, si on revient au tout début, donc toutes ces colonies, sauf la Géorgie, ont été fondées au XVIIe siècle. Et c'est important de garder ça à l'esprit un siècle plus tard, au moment de la crise, parce qu'elles sont créées dans une certaine indifférence. Le roi, en fait, ou les rois qui se sont succédés, octroyaient des chartes, soit à des compagnies mercantiles, soit à des aristocrates, qui se regroupaient ensemble, ou alors à une famille. Par exemple, la famille de Penn, Oui, Guillaume Penn ou William Penn, c'est la Pennsylvanie. La famille Baltimore, c'est le Maryland. Mais en Caroline du Sud, on a 8 aristocrates, courtisans, qui obtiennent cet immense territoire qui ensuite sera divisé en Caroline du Sud entre Caroline du Sud et Caroline du Nord. Donc ça, c'est l'Amérique du XVIIe. Et les Anglais, en fait, c'est même pas l'État qui investit. Oui, c'est ça. Tant que les propriétaires de colonies, que ce soit une compagnie mercantile ou des aristocrates, ou parfois c'est la couronne, parce qu'il y a tout un processus à la fin du XVIIe siècle où l'Angleterre veut récupérer en fait les colonies qu'elles ont octroyées à des familles ou à des aristocrates. Tant et si bien qu'au moment de la Révolution, il n'y a que 2 colonies dites à propriétaires, la Pennsylvanie et le Maryland. Et donc, ces colonies, elles ont toujours eu une certaine autonomie du fait de l'indifférence en fait de Londres, parce que en fait on lance des projets coloniaux, certains fonctionnent, d'autres s'écroulent, et un siècle plus tard, ces colonies sont très prospères, mais seulement vous avez quand même des gens qui y sont depuis plusieurs générations, donc ils sont attachés au territoire. Évidemment. Et c'est comme ça que c'est les fameux raisins de la colère que j'aime bien citer. D'ailleurs, ça marche à toutes les sauces, mais c'est vrai que ça marche bien. Et petit à petit, ça va prendre une ampleur de plus en plus importante. Donc le Stamp Act, et puis le Tea Act. Et on parle toujours du Boston Tea Party, mais enfin, c'est encore une fois une escalade en fait. Exactement, c'est-à-dire au début, vous avez même le Sugar Act, ce qu'on appelle le Sugar Act en 64, qui est donc pour le commerce légal et illégal de la mélasse, et puis ensuite vous avez le Stamp Act, donc alors après il va être abrogé, la loi sur le timbre, et après en 65, en 66 il va y avoir ce Declaratory Act, donc qui est une loi où le Parlement précise noir sur blanc qu'ils peuvent gouverner les colonies, en fait, que toutes les lois qui votent s'appliquent aux colonies. Donc ça, c'est un acte déclaratoire. Une telle loi avait été votée pour l'Irlande, d'ailleurs, en 1720, mais celle de l'Amérique est encore plus affirmée, plus forte. Et, ce qui est très significatif, d'ailleurs, ça prouve qu'il y a des remous. Voilà, exactement. Ça n'a pas dû les énerver sur place du tout. Voilà. Alors, le quiproquo, c'est qu'en 66, au moment où le Parlement vote le Declaratory Act, les Américains sont en train de faire la fête, puisqu'on a abrogé, le Parlement a abrogé l'acte de 65 sur le timbre. Mais petit à petit, effectivement, à partir du moment où les Américains s'unissent, donc à partir de 74, c'est un premier tournant. En fait, il y a une série de tournants, et le premier tournant, 74, parce que à partir du moment où ils vont avoir un congrès, ils vont vouloir, s'ils restent dans l'Empire, parce que c'est ce qu'ils souhaitent très majoritairement, mais avec un autre statut. Dans ce cas-là, à partir de 74, ils aimeraient bien rester dans l'Empire, donc c'est l'union en fait. D'ailleurs, entre parenthèses, on ne parle jamais d'indépendance pudiquement, on dit toujours séparation, donc union ou séparation, et union dans l'Empire, mais avec un congrès. En fait. Donc, alors la Boston Tea Party, effectivement, alors il faut savoir qu'à l'époque, elle n'avait pas de nom, on disait simplement The Destruction of the Tea, la destruction du thé. Elle est importante parce que pour la réaction de Londres, en fait, Londres
va être extrêmement fâché. Après, donc c'est en décembre 73, donc en avril, enfin au printemps 74, il y a toute une série de lois et là, Londres va frapper vraiment avec une main de fer les colonies. La fermeture du port de Boston, c'est la ruine de la colonie. Ça, ouais. L'abrogation de la charte. Il faut savoir que pour les chartes dont je parlais tout à l'heure, pour les colonies, c'est leur constitution. Donc, c'est abroger une charte. Et en plus, les Britanniques vont instaurer un gouvernement militaire à Boston en 74. Donc, le premier congrès de 74 qui se réunit à Philadelphie en septembre-octobre, en réaction justement à ces lois, va être le moment déclencheur, pas vers l'indépendance, mais vers l'union certainement.